Donc on va vérifier en quoi cette relation elle est cohérente avec le graphique qu'on a là. Donc ce graphique, on nous précisait bien qu'il était donné pour une même valeur de V0. Donc ça signifie que V0 est constante. Donc ici, V0 c'est une constante. On sait aussi que GL, c'est une constante. On l'a calculé tout à l'heure, on a trouvé 1,6. Il faut vérifier que cette relation elle est cohérente avec le graphique, et le graphique il nous dit qu'on doit avoir le même XL pour 15 et 75 degrés. Donc pour 15 degrés, on va remplacer alpha par 15. Là, V0 et GL de toute façon sont les mêmes. Donc ce qu'on va faire, on va calculer sinus de 2 fois 15. Sinus de 2 fois 15. Et on obtenait comme résultat 0,5. On faisait la même chose pour 75 degrés, sinus de 2 fois 75, et on trouvait la même chose. Donc on voit bien que ici, si l'angle est de 15 degrés ou l'angle est de 75 degrés, le sinus de alpha aura la même valeur, et avec un V0 constant et un GL constant, alors le XL a la même valeur. On pouvait faire la même chose pour 60 et 30 degrés, et on constatait que sinus de 2 fois 30, c'était égal à peu près 0,866, qui valait également le sinus de 2 fois 60. Et puis, on faisait le calcul aussi pour sinus de 2 fois 45. Sinus de 2 fois 45, c'est sinus 90. Et on trouve la valeur de 1. Puis on sait que le sinus ne peut pas être plus grand que 1. Donc c'est la valeur maximale. Donc effectivement, la portée sera maximale pour un angle de 45 degrés. Alors, dans la question suivante, on nous disait que Shepard, donc on est toujours sur la Lune, a communiqué à la balle une vitesse de 100 km/h et que la valeur de portée de son coup est alors 470 mètres. Et on nous dit alors à quelle distance aurait-il pu envoyer la balle sur la Terre avec les mêmes conditions initiales. Ça veut dire à quelle distance aurait été la portée, justement, pour une vitesse pareille de 100 km/h, et puis a priori avec le même angle initial. Donc on peut commencer par calculer la valeur de cet angle initial. On va remplacer les valeurs pour essayer de déterminer avec quel angle il a envoyé. Donc XL c'est 470 mètres, V0 c'est 100 km/h, 100 km/h, sauf que la vitesse est en mètres, et puis on travaille avec des secondes dans les formules, donc on va convertir en mètres par seconde. Je rappelle que pour passer de km/h à des mètres par seconde, il faut diviser par 3,6, donc 100 divisé par 3,6 mètres par seconde. Ensuite, et puis le GL, on le connaissait, c'est 1,6. On va remplacer tout ça dans l'expression. Donc on a une seule inconnue, c'est le alpha qui est dans le sinus. Donc on peut déjà sortir le sinus 2 alpha, et on en déduisait que alpha vaut 39 degrés. Maintenant, connaissant le alpha qui vaut 39 degrés, on voulait connaître quelle serait la portée sur Terre avec les mêmes conditions initiales. C'est-à-dire que vaudrait le XL si on avait toujours la vitesse V0 qui valait 100 km/h, on avait un angle alpha de 39 degrés, et cette fois sur Terre, donc avec GT qui vaut 9,81. En remplaçant par les valeurs, on obtenait la valeur de XL égale à 77 mètres, donc on constate que si sur la Lune il l'envoie à 470 mètres et sur la Terre à 77 mètres, quand on fait le rapport on trouve la valeur de 6, donc on voit qu'il l'enverrait 6 fois moins loin sur Terre avec les mêmes conditions initiales. Donc dans la partie 3, on nous disait qu'une capsule, donc la capsule Apollo, elle est mise en orbite avec une altitude h, et cette fois l'altitude elle est précisée. Depuis tout à l'heure on travaillait avec des altitudes de 0. Ici h vaut 110 km. Donc c'est un mouvement circulaire et uniforme, et on nous demande de donner l'expression du vecteur accélération en fonction de g, m, l, h et rl. Donc en question, on va écrire la deuxième loi de Newton. Donc la deuxième loi de Newton, qu'est-ce qu'elle nous dit? Elle nous dit que la somme des forces appliquées à notre capsule est égale à m fois l'accélération. Donc c'est bien le vecteur accélération qu'on veut, donc forcément il va falloir utiliser la loi de Newton. Donc cette capsule, elle n'est soumise qu'à une seule force, donc c'est la force de gravitation
exercée par la Lune sur la capsule, donc G fois la masse de la Lune multipliée par la masse de la capsule, divisé par la distance qui les sépare, donc c'est comme tout à l'heure, il y a le rayon de la Lune plus l'altitude, le tout au carré. Donc tout ça selon un vecteur unitaire U, pareil comme tout à l'heure, et on obtient MA. On constate que les A vont se simplifier, on en déduit l'expression de l'accélération. En question 3.2, on vous demandait l'expression de la vitesse. Donc ici, on nous disait que le mouvement de la capsule, c'est un mouvement circulaire uniforme. Donc c'est un mouvement circulaire uniforme. Alors, à chaque fois qu'on a un mouvement circulaire uniforme, on sait que l'expression A, c'est un vecteur A, donc elle va s'écrire selon ici un petit vecteur U qu'on avait déjà noté précédemment, et puis un petit vecteur tangentiel, T, comme ça, qui est tangent. Donc l'expression de A, ce sera quoi? Selon le vecteur U, c'est justement directement la vitesse divisée par la distance, et la distance est entre le centre de la Lune et notre capsule. Et puis ça, c'est pour le vecteur U, et selon le vecteur T, on a combien? On a 0. Donc avec D, qui est égal à RL plus H. Donc ça, c'est toujours le cas quand on a un mouvement circulaire uniforme. Donc là, on a l'expression de A, et tout à l'heure, on avait aussi écrit l'expression de A. Donc on va faire tout simplement un lien entre ces deux expressions. Ici, on a G de la masse de la Lune divisé par RL plus H au carré, selon le vecteur U, qui est égal à V au carré sur RL plus H. Donc la distance qui est RL plus H. On a des choses qui vont simplifier ici, RL plus H. Ah oui, puis j'avais oublié de noter le petit U ici, hein, puisque c'est selon le vecteur U, qui simplifiera donc également. Donc on en déduit que V est égal à racine de G ml RL plus H. Donc ça, on l'a déjà vu plusieurs fois. Ensuite, en question 3.3, il fallait vérifier que la durée entre deux passages successifs de la capsule Apollo à la verticale du module lunaire posé sur la Lune vaut environ 2 heures. Donc deux passages successifs de la capsule à la verticale du module. Donc, quand on observait, le module était là, sa verticale est là, donc deux passages successifs, donc là elle est là, elle fait un premier passage, elle est là, et hop, elle fait un deuxième passage. Donc en réalité, deux passages successifs, c'est le temps que notre capsule, elle ait fait combien? Elle ait fait un tour, donc c'est une période qu'on va noter grand T. Donc on peut écrire, donc à chaque fois qu'on aura une question sur ça, sur la durée que met justement cette période, on utilisera la relation sur la vitesse. La vitesse, c'est toujours une distance sur un intervalle de temps. Donc ici, la vitesse, c'est la vitesse de notre capsule, donc on va l'appliquer ici. La distance qu'elle parcourt, c'est la distance qu'elle parcourt pour faire tout un tour. Donc cette distance-là, elle vaut 2π fois le rayon, mais ici notre distance c'est RL plus H. Donc 2π RL plus H divisé par la durée qu'elle met, le temps de faire un tour, justement, c'est grand T. On remplaçait le V par son expression, ou alors on pouvait faire d'abord un calcul intermédiaire, calculer d'abord V, et puis ensuite venir l'injecter là, et on avait une seule inconnue, c'était T. Alors en faisant comme ça, oui on va le faire plutôt comme ça, en remplaçant par les valeurs, on avait une vitesse de 1625 mètres par seconde. Donc, en regardant les chiffres significatifs, il faudrait plus mettre 1,62 10 puissance 3 mètres par seconde. Et à partir de là, on en déduisait que cette durée-là, T, elle vaut 7150 secondes, ce qui fait à peu près 119 minutes, qui correspond à peu près à 2 heures.